Toutes sortes d'études ont été réalisées sur la motivation. Qu'est-ce qui motive les gens pour faire les choses qu'ils font, vivre comme ils vivent, atteindre les objectifs qu'ils réalisent? Et bien qu'il n'y ait certainement pas de réponse unique à une question aussi vaste et complexe, je crois que la force primordiale qui nous motive, en tant que personne, est ce que j'appelle le choix de l'environnement. L'environnement étant le monde immédiat, dans lequel nous sommes entourés la plupart du temps. Certaines personnes font ce choix consciemment, mais je suis certain que la grande majorité des gens font ce choix inconsciemment, suite à un conditionnement environnemental. Par exemple, pourquoi, selon les statistiques, seules 5 personnes sur 100 parviennent à l'indépendance financière au cours de leur vie? Pourquoi seules 5 personnes sont-elles motivées pour atteindre l'indépendance financière? C'est un objectif que presque tout le monde vous dira vouloir atteindre. C'est ici que nous commençons à voir les forces de motivation à l'œuvre. La motivation est étroitement liée à l'environnement. Notre réaction normale à l'environnement est d'agir, de penser, de parler et de nous conduire dans toutes nos affaires, comme les personnes dont nous sommes habituellement entourés. Permettez-moi de vous redire qu'il s'agit là d'une chose extrêmement puissante, que la plupart des gens ont beaucoup de mal à surmonter, si tant est qu'il faille la surmonter. Notre réaction normale à l'environnement est d'agir, de penser, de parler et de nous conduire dans toutes nos affaires, comme les gens qui nous entourent habituellement. Étant donné que seuls 5% d'entre eux parviennent à l'indépendance financière au cours de leur vie, il y a 95 chances sur 5 que, dans un cas donné, une personne soit entourée de personnes qui ne pensent pas et ne travaillent pas à l'indépendance financière. Au lieu de cela, elle est entourée par un groupe qui n'insiste pas sur l'importance de l'indépendance financière et qui, par conséquent, s'y conforme généralement. Ce groupe ne met pas nécessairement l'accent sur la réussite d'une quelconque activité. Ils se sont conformés à leur environnement, et je n'utilise que les finances comme exemple. D'autres exemples pourraient être l'éducation, la santé, le discours, l'attitude au travail, etc. On peut dire que ces personnes sont celles qui ne choisissent pas consciemment leur environnement, mais qui se contentent de suivre l'environnement dans lequel elles se trouvent. Ce serait bien si les statistiques étaient inversées. Si l'on peut dire que 95% des gens réussissent, les chances seraient excellentes si nous suivions simplement la foule. Dans ce cas, le choix d'un environnement pourrait ne pas être important. Mais ce n'est pas le cas, et ça ne l'a jamais été. Si une personne ne choisit pas de son plein gré l'environnement dans lequel elle souhaite vivre et élever ses enfants, il y a environ 95 chances sur 5 que ni elle, ni ses enfants, ne vivent dans un climat environnemental offrant les meilleures chances de réussite et de jouissance de la vie. Prenons un cas hypothétique, et appelons-le une personne moyenne dans le monde libre. Bien que la personne moyenne n'existe pas, le problème vient du fait que nous agissons, comme si nous étions dans la moyenne. Dans le cas de ces personnes dites moyennes, depuis leur naissance, jusqu'à environ 25 ans, la majeure partie de leur vie est consacrée à faire ce que les autres leur ont dit de faire. Les enfants, ce sont leurs parents. Et ils les façonnent comme un potier façonne l'argile. Ils parlent comme leur mère et leur père. Ils pensent comme eux. S'ils pensent que quelque chose est mauvais, ils pensent que c'est mauvais. Ils ont tendance à grandir dans leur foi religieuse et, très probablement, dans leur parti politique. S'ils ont des préjugés profondément enracinés, ils les hériteront probablement de leurs parents. Lorsqu'ils atteignent l'âge scolaire, ils commencent à imiter les autres enfants qui les entourent. Pour les jeunes à l'école, la chose la plus importante au monde est d'être aimés par leur groupe. L'acceptation et l'estime aux yeux de leurs contemporains sont leurs plus profonds désirs. Alors ils font ce que les autres font, ils s'habillent comme les autres s'habillent. Ils veulent appartenir au groupe et être aimés. Mais n'oubliez pas qu'ils suivent des personnes qui n'en savent pas plus qu'eux. Ils ne jouent pas à suivre le leader, ils jouent à suivre le suiveur. Vous vous souvenez de ce que Willy Loman a dit dans la grande pièce d'Arthur Miller, Death of a Salesman? Il a dit que la chose la plus importante est d'être aimé. Willy Loman n'avait jamais grandi. Bien sûr, c'est important d'être aimé, mais ce n'est qu'une partie de la vie. Pour Willy, c'était tout, et son ignorance de la vie dans le monde lui apportait frustration et désespoir. Mais pour un enfant à l'école, généralement, être aimé et accepté, faire ce que les autres enfants font, et avoir ce que les autres enfants ont, sont les choses les plus importantes au monde, et cette pression de conformité, semblable à un vice, dure des années et des années et des années. C'est une habitude qui se forme. Disons maintenant que nos jeunes ont une vingtaine d'années, qu'ils ont quitté l'école, et, pour la plupart, l'université. Ils doivent prendre une décision quant à ce qu'ils vont faire, et c'est un peu effrayant. Un jour, un vieil ami de l'école leur demande ce qu'ils font. Rien. Pourquoi ne viens-tu pas travailler là où je travaille? C'est un bon travail, le salaire est normal, la semaine de 40 heures, les avantages sociaux, tout le tralala. Alors ils le font. Et c'est souvent la fin pour eux. En acceptant l'emploi suggéré par un ami, ils suivent bien sûr le groupe, mais ils accordent moins d'attention au choix de leur carrière qu'ils n'en accorderaient au choix d'un cadeau de Noël, d'une cravate ou d'une robe.
Au travail, quelle est la chose la plus naturelle au monde à faire pour eux? Bien sûr, c'est de continuer à faire partie du groupe. Ils l'ont fait pendant 20 ans, pourquoi devraient-ils changer maintenant? Une fois de plus, au travail, ils regardent autour d'eux, pour voir comment les autres font leur travail, et ils commencent à faire leur travail de la même manière. Vous voyez, personne ne leur a dit qu'ils vivaient dans l'âge d'or, dont l'humanité rêvait, et vers lequel elle se dirigeait depuis des milliers d'années. Personne ne leur a dit qu'à partir de maintenant, ce qui leur arrive sera entre leurs mains, pas leurs parents, pas leurs professeurs, pas leurs associés, que tout dépend d'eux à partir de maintenant. Ils ont devant eux peut-être un demi-siècle, ou plus dans la plus belle période, que le monde ait connue. Maintenant, que vont-ils faire de leurs années les plus productives? Eh bien, avec un emploi stable, ils peuvent se marier, ce qu'ils feront. Ils se rendent souvent dans une grande banlieue, et achètent une petite maison, ou louent un appartement qui ressemble à s'y méprendre à toutes les autres maisons ou appartements de la rue. Ils se sentent ainsi à l'aise. Ils sont à leur place. Ce qu'ils font en réalité, c'est disparaître comme ils l'ont fait en classe, et sur le marché du travail. Ils ont un emploi stable, un conjoint, un logement, une nouvelle voiture, un gros salaire, et le plus haut niveau de vie que le monde ait jamais connu. Un merveilleux départ dans la vie. Et maintenant, que font-ils? Ils travaillent 40 heures par semaine. Ce qui leur laisse 72 heures par semaine, où ils ne travaillent pas, et ne dorment pas. 72 heures libres par semaine, soit environ le double du temps qu'ils passent au travail à gagner leur vie, et celle de leurs futurs enfants. Que font-ils de leurs 72 heures libres par semaine? En règle générale, ils font la même chose que les autres avec leurs 72 heures libres par semaine. Ils n'en font rien. Un après-midi typique, ils quittent le travail à l'heure exacte, rentrent dans leur petite voiture, entrent dans leur petite cuisine, embrassent leur petite femme et disent « Je suis fatigué ». On pense qu'ils disent encore cela, parce qu'ils entendaient leurs parents et leurs grands-parents le dire à l'époque où les gens travaillaient assez dur pour être fatigués. Les merveilleux progrès technologiques et sociologiques, qui les ont libérés du travail pénible, et de la pauvreté écrasante leur permettent de conserver encore plus d'énergie et de santé. Après le dîner, ils consacrent le reste de la soirée à regarder la télévision. Ils peuvent ainsi se perdre dans des mondes qu'ils croient plus intéressants que le leur. Ce qu'ils font en réalité, c'est regarder d'autres personnes gagner d'excellents revenus dans la poursuite de leur carrière, alors qu'ils ne gagnent pas un centime, et que leur temps le plus précieux s'écoule silencieusement. Trop souvent, ils ne savent pas la chance qu'ils ont. Ils ne réalisent pas que, pour la première fois au cours des siècles difficiles de l'humanité, ils n'ont plus besoin de travailler du matin au soir, 6 jours par semaine, pour gagner de quoi manger. Au lieu de cela, ils gagneront entre un demi-million à $1 million ou plus. Ils ont beaucoup de temps libre, et bénéficient d'un grand nombre d'avantages, qui font l'admiration et l'envie des 3/4 des êtres humains sur Terre. En outre, ils peuvent réellement décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ils savent lire et écrire, et tous les grands livres du monde sont à leur disposition dans leur bibliothèque locale. En bref, ils prennent généralement pour acquis toutes les merveilles qui leur ont été offertes. Et avec tout cela, ils vivent une existence minimale, ne faisant rien de plus que ce qu'ils doivent faire pour s'en sortir sans trop faire de vagues, espérant que les temps restent bons, pour pouvoir garder leur emploi. Ils pensent qu'il est tout à fait naturel que leur entreprise, leur ville et leur pays continuent à s'améliorer, à se développer et à progresser. Mais d'une certaine manière, ils semblent croire qu'il n'est pas nécessaire qu'ils fassent de même. Pourquoi vivent-ils ainsi? Eh bien, cela semble être la façon dont le reste de la population vit. Et s'ils vivent de cette façon, ils pensent que ça doit être bien. Voici un cas de motivation de masse, quand on joue à suivre le suiveur. Nous savons que nos jeunes ont d'énormes capacités, et un potentiel qui leur sont intrinsèquement propres. Il n'y a pas d'autres êtres humains sur la planète comme eux. Nous savons qu'il existe, dans le cadre de leur travail, de vastes domaines de connaissances qui, s'ils les apprenaient, transformeraient leur vie en une vie passionnante, et feraient d'eux de véritables contributeurs à l'économie au lieu d'être des consommateurs. Trop souvent, ils empruntent un chemin étroit, pourtant à l'intérieur même de leur emploi, qui s'étend jusqu'à l'horizon des riches champs d'opportunités ensoleillées. Mais entre eux et ces champs, il y a une grande haie qui les cache, et cette haie s'appelle la conformité. Et tant qu'ils ne se seront pas frayés un chemin à travers cette barrière épineuse, ils ne connaîtront jamais les joies d'une vie pleinement épanouie. Mais comment pouvons-nous faire cela? Tout d'abord, nous devons commencer à réfléchir, nous devons nous regarder objectivement, pour ce que nous sommes vraiment. Des individus distincts, avec des possibilités illimitées de développement. Ensuite, nous devons nous poser quelques questions. Est-ce que je veux être comme les gens que je suis? Est-ce que ce sont les personnes à qui je veux que mes enfants ressemblent? Est-ce que je veux aller là où ils m'emmènent? Ont-ils réussi? Ont-ils autant de succès que je veux en avoir, si je continue à avancer comme je l'ai fait dans le passé? Où en serai-je dans 5 ans? Est-ce que je fonctionne au maximum de mon potentiel ou presque?
Suis-je vraiment un professionnel, ou ai-je fait juste assez pour m'en sortir? Est-ce que je consacre chaque jour une partie de mon temps à réfléchir aux moyens d'accroître ma contribution? Suis-je vraiment conscient que mes récompenses dans la vie seront toujours en proportion exacte de mon service? Est-ce que je suis un cours intelligent pour améliorer mon esprit et augmenter mes connaissances? Ai-je un programme de lecture et d'études, ou est-ce que je pense déjà en savoir assez? Je m'attends à ce que mon entreprise, ma communauté et mon pays s'améliorent au fil des ans. Mais que fais-je personnellement pour suivre le rythme de cette amélioration, ou pour la dépasser? Ai-je bien réfléchi et parlé à mes enfants de la chance que nous avons de vivre dans une société libre, où nous pouvons aller où nous voulons, sans avoir à demander la permission, travailler où nous voulons, avec l'emploi que nous voulons, voter, et pratiquer le culte que nous voulons, et dire ce que nous voulons? Suis-je conscient des responsabilités qui accompagnent ce type de liberté? La responsabilité, de produire autant que je peux, pour que ma liberté puisse être maintenue. La responsabilité de devenir une personne si efficace que même, si les temps deviennent terriblement mauvais pendant un certain temps, je peux continuer à subvenir aux besoins de ma famille pendant la crise. Troisièmement, lorsque je me lève le matin, est-ce que je sais exactement ce à quoi je travaille? Ma vie et mon travail ont-ils une direction claire et un objectif valable? Ou suis-je simplement en train de marquer le pas et de suivre la foule? Suis-je motivé par ce que je veux vraiment dans la vie? Ou suis-je motivé par la masse? Harry Emerson Fostek a écrit un jour, « La vapeur ou le gaz n'entraîne jamais rien tant qu'ils ne sont pas confinés. Aucun Niagara n'est jamais transformé en lumière et en puissance avant d'être canalisé. Et aucune vie ne devient grande si elle n'est pas concentrée, dédiée et disciplinée. Vous voyez, il est en fait plus facile de gagner tout ce que nous avons à faire et de connaître certaines des règles et de les suivre. » P.G. Amerton a écrit, « Une vie forte est comme un navire de guerre, qui a sa propre place dans la flotte, et peut partager sa force et sa discipline. Mais il peut aussi partir seul vers la solitude de la mer infinie. Nous devons appartenir à la société, et y avoir notre place, bien sûr. Mais être capable d'une existence complète et individuelle en dehors d'elle. Et il n'est jamais trop tard, car avec un but, un objectif, une personne fera plus, et voyagera plus loin en un an, qu'elle ne le ferait dans une vie sans but. »